Les gilets jaunes. Alors on me demande si je suis pour. Mais bien évidemment que je suis pour. Et je pense que je pourrais pas être neutre ou contre eux, c'est pas possible. Quand des gens se battent pour leurs droits et pour plus de justice, on devrait que les soutenir. Peu importe d'où vient ce mouvement. Aujourd'hui, bien malin serait celui qui arriverait à nous prédire la suite. Je pense que ce mouvement, il était prévu par le système. Il a été voulu, mais il a pris une tournure trop indépendante pour pouvoir le servir. Donc, il faut qu'il continue comme ça à pas avoir de leader et ne pas accepter les leaders que le système leur proposera. Et je pense que ça pourra aller très très loin. Les gens se réveillent et c'est ce qui pouvait arriver de mieux à la France, même si l'histoire sera obligatoirement semée d'embûches et prendra certainement aussi des routes que je pense très obscures, mais ça c'est l'histoire, c'est les révoltes et c'est jamais tout rose. Personnellement, j'ai jamais participé à un mouvement social, pour la simple et bonne raison que je trouvais ça complètement stérile, mal orienté, souvent manipulé, toujours tenu par des gens en fait qui servent pas nos intérêts. Donc j'ai jamais voté pour les mêmes raisons, puisque je crois pas en leur démocratie. Donc je participe pas à l'entourloupe, comme ça je me sens déjà moins responsable en fait du chaos dans lequel on vit. Mais là, je sais pas pour vous, mais pour moi, c'était inespéré de voir un jour des Routel Krief, des Jean-Michel Apathy en panique, des BHL qui tremblent à la télé en traitant tous les gilets jaunes de nazis, en s'imaginant qu'il est possible pour eux qu'ils perdent leur statut et qu'ils soient même en danger. Donc ces médias et ces pseudo-politiques et idéologues, ils préparent et soutiennent des révolutions et des guerres injustes dans le monde entier. Ils sont tous un maillon de la chaîne de la mort, puisque les guerres commencent toujours par les mots et que leurs mots sont toujours les plus violents et les plus audibles. Qu'ils soient confrontés à la révolte de leur propre peuple, là j'avoue, ça fait du bien, ça fait du bien. On a vraiment envie que ça dure le plus longtemps possible. C'est pas une finalité de les voir paniquer, mais je concède que c'est un grand moment. Et le retour ne serait-ce qu'à des aspirations à plus de justice, sincèrement, après toutes ces décennies de sommeil, ça redonne espoir en l'humanité. Ça fait plaisir de voir les suppôts de Pharaon en panique, mais ça suffit pas. Ce qui m'intéresse en fait le plus dans ce sujet, c'est le manque de présence et de soutien des minorités, des gens de banlieue en général et des musulmans. Il y en a, hein, mais quand même en sous-représentation flagrante. Donc, on pourrait parler rapidement de leur refus de participer à ce genre de mouvement, pour des raisons qu'on connaît tous, même si c'est encore et toujours le discours victimaire. Il est vrai que ce pays gère les banlieues comme des cités d'indigènes au temps de la colonisation, et il gère ces musulmans comme une sous-caste désignée en ennemis de la France. Donc déjà, c'est difficile de développer un sentiment d'appartenance à une nation dans ces conditions-là. Mais je pense qu'il faut dépasser tout ça. Moi, je regarde pas ce que font les autres. Je regarde que ce que je suis capable de faire ou pas, peu importe les obstacles. Je vais discuter avec les Gilets jaunes sur les ronds-points, j'ai même défilé avec eux, en particulier samedi dernier à Metz. Il y a eu beaucoup de violence de la part des policiers, il y a eu des affrontements, tout le monde s'est fait gazer, etc. Mais tout ça pour vous dire que ça crée du lien. Et pour tous ceux qui veulent créer du lien dans le peuple, je pense que c'est le moment, le mouvement ou jamais. Sinon, ça sert à rien de se plaindre que tout le monde est raciste, islamophobe, la chialerie habituelle, alors qu'en fait, la seule image que ces personnes ont de vous, les gens de banlieue, c'est ce qu'ils voient à la télé, dans les réseaux sociaux et dans les clips de rap. Donc s'il n'y a pas de banlieue qui manifeste pour ses droits avec l'ensemble du peuple, la suite, elle est très simple. Vous serez encore mis à l'écart et vous serez toujours l'ennemi intérieur soi-disant tapis dans l'ombre et l'ennemi désigné par l'État et les médias pour détourner les frustrations et la révolte des gens. Comme c'est très facile de manipuler des foules agitées, il y aura encore sûrement des attentats posés par des guignols qui seront activés au moment fatidique et même très certainement dans un rassemblement de gilets jaunes. Et je ne dis pas que ça marchera, mais à force d'épuisement, les gens finiront par exiger encore plus de fermeté vis-à-vis des musulmans. Ils rentreront ça dans leurs revendications et le système sera en embuscade pour proposer des pseudo-solutions dissidentes d'extrême droite qui seront en réalité des solutions du système comme d'hab. La France, c'est pas la Hongrie ou la Pologne. Et ce serait intéressant de voir les chiffres de la démographie en banlieue, étant donné que les cités sont bien souvent les quartiers à plus forte densité de population dans les villes, et que 77% des Français vivent en zone urbaine. Imaginez en réalité la part des cités dans la démographie. On n'a pas le chiffre, mais ça doit être impressionnant. Il donne les chiffres des zones urbaines sensibles, c'est à peu près 7% de la population, mais les US, c'est pas les banlieues, c'est qu'une partie des banlieues. Donc, la sous-représentation des gens issus de banlieues dans les médias, elle vise à faire croire que la banlieue ne pèse rien. Or, c'est la clé de la débâcle de l'État. N'oubliez jamais ça. C'est pour ça
qu'on tente d'asphyxier la banlieue à coups de chômage, de drogue, de zep, d'économie parallèle, de rap de zinzin et j'en passe. Après, je dis pas qu'il y a que des lumières en banlieue parce que pour se tirer une balle dans le pied, c'est vrai, il y a des champions aussi. Mais voilà, il y a aussi une ingénierie sociale derrière pour élever les gens là-dedans. Maintenant, je vais parler de la contestation sociale plus particulièrement chez les musulmans et plus largement chez les croyants et de la volonté zélée laïcarde d'interdire à tout croyant toute forme de revendication politique. Je vous prends d'abord un exemple comme tant d'autres. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, il était dimanche 9 décembre à la réunion du CFCM, le Conseil français du culte musulman, officine d'État, et il est parti soumettre ses injonctions en demandant aux musulmans de faire passer toutes leurs associations culturelles enregistrées sous la loi de 1901 vers un autre statut, celui de la loi de 1905. De la sorte, il soumet encore plus les musulmans en leur interdisant les interventions culturelles. Il leur somme de changer de statut donc vers le cultuel. Ainsi, ils ne pourront qu'intervenir dans un lieu de culte et sur l'aspect spirituel uniquement, alors que normalement une religion englobe tous les aspects de la vie, mais ils veulent faire de nous des moines qui se coupent de la vie en société pour nous faire sortir de la citoyenneté et du débat public, alors qu'on parle d'islam H24 à la télé et que le débat public se nourrit de cette religion à toutes les sauces. Donc, c'est une ruse de plus pour nous bâillonner et tenter de nous asphyxier dans l'entre-soi. Vous avez encore une preuve que c'est bien l'État qui organise ce vrai communautarisme. Soit dit en passant, tout cela pendant que des associations communautaires comme le CRIF donnent des injonctions aux politiques et commandent des lois à la carte. Ça, par contre, ça gêne personne. Bref. Donc, après tous les attentats, la pression sociale et la politique qui en a découlé, la rafle de Valls, les 4000 perquisitions, ils sont en train de sceller le sort de la contestation sociale des musulmans, donc de millions de personnes qui avaient le potentiel et toutes les raisons de se soulever avec le peuple pour demander plus de justice. Je développe encore. Aujourd'hui, cette population, c'est vrai, elle a peur, consciemment ou inconsciemment. Elle a peur d'être associée aux islamistes, entre guillemets, en revendiquant des droits, puisque la revendication, c'est politique, forcément, et les seuls barbus qui revendiquent des choses à la télé française, c'est des criminels qui veulent tuer des innocents. Donc, d'après les médias, islam plus politique égale islamisme. Après ça, qui va vouloir sortir manifester dans la rue avec une barbe ou un voile? C'est difficile, surtout qu'on s'imagine déjà le traitement de faveur qu'on va avoir de la part de la police ou de la justice. Donc après 20 ans de pression sociale et médiatique, croyez-moi, même inconsciemment, on se fait tout petit. Juste pour exemple, imaginez plein de barbus et de femmes voilées dans les gilets jaunes. Que vont dire les médias? À coup sûr, ils vont dire que c'est Daesh ou les frères musulmans qui sont derrière le mouvement pour détruire la France. Et sans ça, ils l'ont déjà insinué au début des manifestations et je vous laisse faire vos recherches. Maintenant, je vais vous donner une définition de la politique faite par George Orwell, le célèbre écrivain du roman d'anticipation 1984. Il dit « Le langage politique est conçu pour que les mensonges sonnent véridiques et que les meurtres soient respectables, ainsi que pour donner de l'importance à du pur vent. » Alors c'est quoi ce mot politique à toutes les sauces? C'est quoi cette escroquerie? C'est de la novlangue et ça va falloir l'intégrer. Le mot politique, c'est un mot qui nous paraît banal, mais qui bâillonne tout le monde. Il ne devrait pas exister sous cette forme. Et c'est ce mot qui a remplacé toutes les religions, puisqu'il légifère et regroupe tous les aspects de notre vie. Ils en ont fait un dogme. En France, la République, c'est Dieu, et les partis politiques sont des croyances qui mènent toutes vers ce même Dieu. Suffit de voir comment Mélenchon parle de la République pour comprendre. Donc, toute religion sera jugée hérétique, donc hors la loi, mais ironie du sort, c'est bien la loi qui vient de la religion, et c'est pas l'inverse. Ce problème touche également les chrétiens à moindre mesure, on l'a vu sur plein de sujets. Les chrétiens sont brimés et constamment considérés comme rétrogrades et prosélytes dès qu'ils manifestent en tant que chrétiens. Le seul avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ressemblent à la majorité et non à la minorité. Donc, ne pas faire de politique aujourd'hui, c'est se laisser mourir puisque tous nos actes sont voués à être récupérés politiquement, qu'on le veuille ou non. Et tous nos actes ont une incidence politique. C'est là que ça devient dogmatique et très dangereux. Les oligarques politisent tous nos faits et gestes. Et c'est ça, la société orwellienne. Pouvoir interpréter et voir chaque acte de l'humain sous un prisme politique pour mieux catégoriser et contrôler les esclaves.
Consommer est un acte politique, philosopher est un acte politique, le sport est devenu politique, l'éducation est devenue politique, le loisir est devenu politique et même la mort est constamment récupérée politiquement. Donc, qui que vous soyez, vous ne serez jamais neutre. Il n'y a pas de neutralité dans cette société et être passif, c'est être infiniment politisé du côté du pouvoir. Le système politique démocratique, c'est quoi? C'est la religion que la majorité des gens ont adoptée. La première religion mondiale, qu'on le veuille ou non. Qu'on l'appelle royauté ou république ou régime, chaque pays doit se dire démocrate, sinon on va le reciviliser à coups de bombe. C'est le djihad laïque. Et c'était ça le but des droits de l'homme. Les droits de l'homme ont permis la législation sur toute chose contre les droits de Dieu en défonçant toutes les balises législatives religieuses, puisqu'on avait des théocraties avant, et jusqu'à ce que les gens aient fini par avoir peur des législateurs, au lieu de craindre leur créateur. Voilà où on en est. Si les croyants de tout culte confondu se dépolitisent, entre guillemets, et sont exclus de l'espace législatif, s'ils n'apportent pas leur point de vue au débat, c'est déjà le cas depuis longtemps, puisque tous les représentants acceptables du peuple sont laïcs. Alors c'est les valeurs de l'homme laïque, donc sans religion, qui vont surpasser les valeurs de Dieu, celles qui auraient dû être transmises et protégées par les croyants. La révolution de 1789, c'est la pire chose qui est arrivée en France. Petite parenthèse, pourquoi parle-t-on de droits de l'homme et jamais des devoirs de l'homme? C'est une simple manipulation sémantique qui oriente la pensée vers le permissif et les passions et qui s'oppose à la notion de devoir soi-disant trop contraignante et trop religieuse. C'est pour ça qu'on parle de liberté à tout bout de champ. C'est surtout pour faire sauter le cadre religieux qu'ils ont jugé trop restrictif et pas assez rentable. Donc, puisque l'homme a des droits, il a le droit, et puisqu'il a le droit, il a les lois. C'est le langage qui conditionne nos vies, c'est comme ça qu'il fonctionne. Pourtant, dans un cadre religieux, l'homme a le droit d'élaborer ses propres lois, il n'y a pas de souci. S'il suit les préceptes de Dieu, alors c'est comme si c'était son calife ou comme si c'était son roi, et il a un champ d'action très large. Mais s'il n'a pas de cadre, comme aujourd'hui, et s'il légifère et fonctionne en réseau occulte dans des intérêts personnels et de privilèges, en conspirant contre les peuples, on se retrouve avec une situation explosive comme celle qu'on traverse en ce moment. Et c'est une situation que d'autres civilisations ont connue, et lorsqu'elle perdure, c'est automatiquement la chute. Je pense qu'il ne faut pas en vouloir aux musulmans qui sont plongés dans le mutisme, parce qu'au fond, ce silence, c'est donc une résultante de la peur, et il est vrai, je le pense, d'un manque de confiance en Dieu aussi, mais normalement, selon les principes islamiques, ils doivent se réclamer du côté de la justice. Ils sont touchés par les mêmes problèmes que tous les citoyens, voire plus que la moyenne, mais beaucoup sont perdus dans le confort et la 3D, car la majorité de leur temps est consacrée à leur travail et leurs loisirs, et je blâme personne, hein, c'est comme tout le monde. Ensuite, pour le spirituel, leur clergé leur propose un rapport à la religion qui devient de plus en plus personnel, mécanique et atemporel, donc finalement très individualiste. Sur Terre, on ne fait pas que des bonnes œuvres que pour soi. Les meilleures œuvres sont celles qu'on offre au plus grand nombre, normalement, c'est logique. Mais en ce moment, tous les croyants de tout culte n'échappent pas aux tendances sociétales. Comme tout est matériel, on pense qu'une action qui va nous faire perdre notre confort est forcément une action mauvaise. Et ça, c'est un grand problème. On cherche le paradis terrestre constamment. Et le pire, c'est qu'on se tue spirituellement et matériellement à terme. Je pense qu'on doit absolument revoir les priorités, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala ne modifie pas l'état d'un peuple tant que ce peuple ne modifie pas ce qu'il y a en lui-même. Moi, j'ai plus 20 ans pour dire que ce qui nous arrive, c'est de la faute des autres. On est les premiers responsables. Je pense qu'on a énormément de choses à régler déjà en nous-mêmes. C'est la base. Il faut qu'on arrête de creuser encore plus profond. Dans la théorie, les croyants ont tellement de bonnes valeurs à apporter à la société, mais dans la pratique, il n'y a plus personne ou très peu de monde. C'est autre chose. Donc, je suis un peu déçu de faire cet audio-là à la place d'autres personnes qui devraient normalement se sentir plus légitimes, mais qui sont plus occupées à montrer leur Omra sur Snap ou à faire des selfies en vacances. Je ne veux pas les froisser. Mais petit aparté, là encore, c'est pas normal. Il y a 20 ans, la télé-réalité a choqué les gens
car elle était perçue comme du voyeurisme. Maintenant, même les imams dévoilent leur famille, leur espace intime sur les réseaux sociaux, ce qui mène déjà automatiquement à de très mauvaises valeurs. C'est l'ostentation, c'est l'ego, le narcissisme. Et je leur en veux pas plus que ça, parce que certains d'entre eux, ils croient bien faire, mais ils sont tombés en plein dans le piège du système qui veut introduire la vie privée dans l'espace public, donc dans l'espace de contrôle. Je veux pas dévier du sujet, mais certaines personnes qui elles-mêmes s'érigent en guide, en leader, ont vraiment besoin d'étudier ces sujets cruciaux, sinon elles vont droit dans le mur en emportant leurs ouailles avec eux, bien sûr. Maintenant, il faudrait aussi ranger les égos de côté, voir la vérité en face, et arrêter d'avoir peur d'être taxé de istes, d'islamistes, complotistes. Tous les istes ne devraient même plus nous atteindre avec le temps normalement. Le complot est un fait, et le nier, pour un musulman, c'est du koufr. Ouais, c'est du koufr, de la mécréance, puisque le complot est inscrit dans le Coran, et renier un seul verset, c'est être dans la mécréance. Donc attention à l'ironie à ce sujet, pour ceux qui prennent ça à la légère. Après, il ne faut pas être excessif et toujours rester dans l'équilibre. Le tout complot est aussi stupide et dangereux que le rien complot. Mais ça, c'est un autre sujet. En tout cas, quoi de plus normal que les tenants du pouvoir cachent leurs intentions et manipulent les masses pour conserver leurs acquis et arriver à leur fin. Ça a existé de tout temps. Pour revenir rapidement sur les imams de la République qui sont dans le silence radio depuis ce mouvement des Gilets jaunes, puisque eux aussi ont peur pour leurs acquis, leur image et leurs relations avec l'État ou les services étrangers pour lesquels ils travaillent parfois. Ceux qui vous disent de ne pas faire de politique ont déjà fait un acte politique en vous disant ça. N'oubliez pas qu'ils sont soit politisés, soit ils suivent des représentants surpolitisés. Et c'est d'ailleurs une bonne partie d'entre eux qui vous ont appelé de tout temps à voter pour Chirac, pour Hollande et surtout pour Macron. Sans compter ceux qui vous appellent à voter pour des crapules au municipal en cédant aux sirènes du clientélisme. Donc ils ont fait de la politique à chaque fois, tant que cette politique va dans le sens de leurs intérêts. Ils vous ont quand même appelé à voter pour des pharaons, et le résultat, on l'a vu après. Je serais prêt à parier que, allez, soyons fous, que si demain, les Gilets jaunes venaient à prendre le pouvoir, hein, entre guillemets, certains d'entre eux vous diront qu'ils étaient avec eux, et que c'est grâce à leurs invocations qu'Allah leur a donné la victoire. Ça marche comme ça. Donc faites très attention, je vous le dis, certains sont surpolitisés, donc quitte à faire de la politique, puisque vous n'avez pas le choix, faites-la bien et en pleine conscience. Désobéissez comme les Gilets jaunes lorsque l'on veut vous imposer des pratiques qui sont en désaccord total avec l'éthique de votre religion. Ça, c'est la base. C'est la lâcheté de certains qui cause les ennuis des autres, car la minorité agissante sera toujours considérée comme déviante. Pourtant, comme disait Coluche, c'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. Aujourd'hui, la majorité a tort. Et c'est d'ailleurs ce qui définit historiquement les périodes décadentes. C'est lorsque la majorité se trompe et fonctionne en dissonance. Voilà. Donc, utopiquement, c'est mon avis, ça n'engage que moi, c'est qu'il faudrait que chaque frange de la population converge dans cet intérêt commun, et on n'a pas beaucoup de temps pour ça, parce que le temps joue toujours en la faveur des pseudo-élites. Cet intérêt commun, c'est l'aspiration à plus de justice et à l'éviction des psychopathes, des pervers narcissiques et des traîtres mondialistes qui vendent les pays aux banques, qui endettent les populations pour les rendre soumises à leur volonté, etc. Faut arrêter de céder à la domination par la peur et par la pression sociale. Arrêtez de suivre une certaine partie de nos propres pseudo-élites musulmanes qui, eux aussi, sont des bourgeois calculateurs aux intérêts mondains, qui se gavent dans toutes sortes de business, dans l'immobilier, qui font payer le hajj à 5 000 à 6 000 euros par personne, qui mentent aussi bien à leurs ouailles que à ceux qui les dirigent, hein, qui disent en cercle privé, qui rusent l'État français, et que l'islam s'installe en France grâce à eux, qui pratiquent une espèce de taqiyya à double tranchant, et qui trompera qu'eux-mêmes d'ailleurs devant le Créateur, ils sont parfaitement connectés au pouvoir en place. Je les mets au même niveau que les politiciens, mais en version générique, en version Lidl ou en version Hanout, j'ai envie de dire. D'un point de vue personnel, je leur renvoie le mépris qu'ils nous adressent. Je préfère m'émanciper de toutes ces organisations d'État pseudo-islamiques, comme le peuple français a envie de s'émanciper de tous ces partis politiques véreux. C'est la même caste, on a des exemples à prendre aussi chez nos concitoyens. Et c'est pas avec des esclaves de maison et des mosquées cathédrales qu'on atteindra un meilleur niveau de piété ou de spiritualité, bien au contraire. Tout ceci est mondain et politique au sens le plus orwellien du terme. On connaît l'adage, la religion c'est l'opium du peuple, et c'est eux qui nous servent de l'opium frelaté. J'ai voulu parler de ça parce que, de mon point de vue, il est clair que l'État, à cette heure-ci, n'a peur que du soutien des musulmans et plus largement, bien sûr, des banlieues. Et je ne parle pas
des voyous matérialistes pillards de magasins. Non, la vraie banlieue, pas ces déviants. C'est le contrepoids qui peut faire vaciller le gouvernement. Pour l'instant, l'islam est toujours l'épouvantail de l'État. Lorsque les musulmans sont désignés comme ennemis, le pouvoir reste en place. Dès qu'on les oublie, comme avec l'affaire des Gilets jaunes, dès qu'on enlève le voile musulman sans mauvais jeu de mots, ce voile qui masque toutes les affaires, dès qu'on tire le rideau dans ce théâtre de guignols, les marionnettistes sont tout de suite à découvert. Ça marche comme ça dans cette République. Tant que les musulmans seront là en bêtes noires, les mêmes personnes conserveront toujours le pouvoir. C'est la clé. Et s'il n'y a pas d'alliance et d'entraide dans le bas peuple, la division profitera encore et toujours aux mêmes. Et ils garderont le pouvoir sans souci. Alors attention, je ne dis pas d'aller casser ou se battre contre les CRS, mais comme la religion nous exhorte à faire, faut regarder en bas, faut aller voir les pauvres, les personnes en difficulté qui demandent leurs droits, les désabusés, les gens trahis, ceux qui mettent leur vie en jeu pour vous et pour votre descendance. Faut leur sourire, faut leur apporter de l'eau à manger sur les ronds-points, et je sais qu'il y en a qui le font déjà. Je connais des personnes qui y vont déjà. Mais proposez-leur de l'aide logistique, accompagnez-les dans les manifs. L'unité d'aujourd'hui, c'est peut-être ce qui pourra sauver des gens demain. Ce qui peut vous épargner une guerre civile du tous contre tous. Chose que n'importe quel citoyen devrait redouter normalement. Surtout avec les gros problèmes économiques qui nous attendent, ce qu'on vit là, c'est juste un échantillon de la crise à venir. En ce moment, le gouvernement temporise pour riposter et pour diriger les révoltes du peuple toujours vers le peuple. Et ça va pas tarder, à mon avis, à frapper. Donc voilà, essayez de créer du lien, persévérer, tenter tant bien que mal de faire barrage à l'accomplissement du nouvel ordre, qui, par sa violence, vous fera même regretter les années Macron. Après, c'est sûr, mélanger des gens de banlieue avec des gens du terroir, c'est une expérience sociale. Ça peut occasionner ici et là des incompréhensions, des clashs, des faits divers aussi, mais pour les patients, il y aura certainement de très belles surprises. Il faut dépasser toute forme de division sur ces sujets qui nous rassemblent tous à la base. Donc, dites-vous que l'intérêt commun, c'est vos enfants. Si vous essayez pas maintenant, il n'y aura plus d'occasion après. N'oubliez pas que si le projet des Rothschild et consorts passe dans les mois et les années qui viennent, vous serez toujours dirigé par des pédocriminels et des lobbyistes qui imposeront l'éducation sexuelle à vos enfants dès le plus jeune âge à l'école. Ils leur injecteront leurs 11 vaccins minimum. Ils les endoctrineront jusqu'à tenter d'en faire des gens infects et corruptibles, et vous allez ramer pour bien les éduquer. Vous continuerez à manger du transgénique et à boire du glyphosate. Vu que les insectes disparaissent, ils tenteront de polliniser les fleurs avec leurs insectes robots. Bientôt, il n'y aura plus de cash en circulation, donc l'économie sera définitivement verrouillée. Sans activité, on vous proposera une puce RFID pour que vous puissiez toucher votre revenu universel. Une bonne partie des emplois de classe moyenne seront remplacés par l'intelligence artificielle. D'ailleurs, on aura de l'intelligence artificielle certainement à toutes les sauces. Ils continueront à vous faire subir des attentats lorsqu'ils voudront vous enfumer le débat public sur des sujets cruciaux ou lorsqu'ils voudront faire avancer leur agenda. Des millions de migrants issus des pays détruits par nos armées, financés par nos impôts, viendront bosser en Europe au rabais jusqu'à ce que votre niveau de vie ne vous permette plus aucune possibilité de révolte. Et à ce moment-là, moi j'espère que je vivrai, je sais pas où, peut-être au fin fond du Caucase, dans une montagne reculée, avec un troupeau, parce que ce sera vraiment l'enfer. Donc on aura certainement des cités néum partout. Donc mon avis, c'est qu'il ne faut rien lâcher. On arrive dans une période charnière, un moment crucial où les privilégiés vont vouloir nous effrayer, nous menacer. Mais si on tient bon, alors c'est eux qui finiront par rendre des comptes. Au-delà de tout ça, le plus important pour moi, c'est pas le mouvement des Gilets jaunes en soi. Je pense que c'est loin d'être une finalité. C'est la révolte des âmes qui est importante. Voilà. On surconsomme. On n'a pas d'empathie pour notre prochain. On pense qu'à nos intérêts personnels. On a plein de réseaux sociaux, mais on n'a aucun lien social. On s'entraide plus. On communique que sur des choses futiles. Notre rapport à la nature, soit il est inexistant, soit il est luxuriant. Et même matérialiste, j'ai envie de dire. Dans les médias, il n'y a que du mensonge, du divertissement, de la violence, du sexe. Donc il est temps que ça change, qu'on puisse préparer un avenir plus serein pour nos enfants. Et ça passe par des remises en question profondes et personnelles. Pour finir, chose primordiale, je suis personne, donc ne me croyez pas sur parole. Allez faire vos recherches vous-même et forgez-vous votre propre opinion et vos propres convictions. Je vous ai apporté ma vision des choses. Je pense que pour avancer, il faut viser haut. Il ne faut pas avoir peur d'être dans l'utopie parfois. C'est ça qui fait bouger les lignes. Les musulmans et les gens de banlieue
en général, on vous a fait croire que vous étiez le problème, alors que vous êtes dans la solution et que beaucoup de choses reposent sur vos épaules au moment où je vous parle. Et il ne faudra pas s'en rendre compte trop tard. Ce gouvernement arrêtera de nous manipuler lorsqu'il n'arrivera plus à nous diviser. Voilà, c'était ma petite bouteille à la mer. Moi, je fais ce que je peux. Désolé d'avoir été aussi long, mais il fallait être précis. Faites attention à vous et merci de votre attention.